Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans le OM Talking Geneva. Nous sommes très heureux de vous retrouver après cette trêve internationale pour parler de notre club, l'Olympique de Marseille. Ça nous avait manqué et vous pouvez nous retrouver à nouveau sur les réseaux sociaux, sur notre page OM Nation Genève, sur Facebook, Twitter et Instagram. Pour parler de l'OM, comme d'habitude, l'équipe magique du OM Talking Geneva. Salut Raph. Salut à tous. Salut Richard. Salut, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Salut à toi Christopher. Ouais, la méga pêche. La méga pêche. Pour toi aussi Flo? Pas bien. Super. Et les amis, pour parler de l'actualité de l'OM, qui de mieux qu'un journaliste qui est toujours au cœur de l'actualité du sport et du foot aussi. Alors ce soir, nous avons la chance d'être avec Thomas Perotto. Salut Thomas. Salut Rafi, salut tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Je vais rappeler à nos auditeurs donc ton parcours déjà. Tu as commencé au Dauphiné Libéré à Annecy et Grenoble. C'est ça. Et aujourd'hui, tu es à l'équipe pour le ballon ovale, le rugby. C'est ça, c'est à peu près la même forme de ballon, sauf qu'il y a un peu plus de rebond, on va dire, sur le terrain. Voilà, et que le hors-jeu est différent. Et tu es un fervent supporter de l'OM, bien sûr. J'essaye. Merci en tout cas d'avoir accepté. Merci pour l'invitation, les gars. Merci de l'avoir accepté. Allez, tout de suite, on va découvrir ensemble le plan de cette émission, le programme. On va commencer bien sûr avec le débrief du match OM Dijon et cette victoire 2-0. Il n'y a pas de fumée sans flot, le verdict de Raph, le top et le flop avec Chris. Pourquoi tu marronnes Richard? Le jeu des pronos, l'OM se rendra à la Mosson contre Montpellier. Le dossier de la semaine qui sera assez attractif, vous verrez, sera consacré au surnom des joueurs et les questions pour notre invité du jour, Thomas. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, le débrief du match contre Dijon. Une victoire 2-0. Il fallait réagir. L'OM l'a fait. Richard, on va revenir avec toi sur cette victoire. Donc, victoire 2-0 contre une équipe de Dijon, une faible équipe de Dijon qui est pratiquement condamnée à la Ligue 2. Est-ce qu'on a vraiment des enseignements sur ce match ou pas plus que ça? C'est ça le problème, c'est que on parle d'un match contre Dijon qui est à l'agonie sur ce championnat. Donc, pour moi, il y a aucun enseignement, si ce n'est le fait d'être satisfait. Bien sûr, on est satisfait par la victoire et par les 3 points. Mais par contre, on n'en tire aucun enseignement parce qu'on est dans la lignée des 10 derniers matchs où on a ce fameux problème de stérilité en attaque. Voilà. Par contre, bon, bien sûr, notre défense, tout va bien. On est content d'avoir Alvaro, on est content d'avoir Camara dans l'entrejeu. Et le petit Gay, j'ai trouvé qu'il a fait un match admirable. Mais voilà, donc ça va pas en attaque. Ça va pas en attaque. Et voilà, on n'a pas un jeu qui est efficace. Ça joue à la baballe, sur la largeur du terrain. Je suis tellement énervé par ce jeu d'attaque qui est pas intéressant, qui est pas excitant. Voilà, donc. Ok, merci Richard. Alors, je vais demander l'avis de Thomas. Est-ce que pour toi, une victoire 2-0 contre cette faible équipe de Dijon t'a convaincu? Je rappelle qu'il fallait réagir après le dernier match où on avait perdu 3-0. Des enseignements à tirer dans le jeu, non, bien évidemment que non. Après, il faut quand même se dire que c'est 3 points. Tu reviens à un point de lance, tu mets Rennes et Montpellier à 3 points derrière. Il faut aussi se souvenir que, je crois que c'était fin décembre, contre Reims, qui était une équipe qui était aussi mal classée. Marseille n'avait pas fait mieux qu'un match nul. À Dijon, début janvier aussi. Contre Nîmes, au Vélodrome, mi-janvier. Ces matchs-là, face à des équipes qui étaient, pareil, mal classées et qui jouaient le maintien et qui sont aujourd'hui encore en train de jouer le maintien, on n'était pas forcément capable de les gagner. Donc, à la limite, rien que pour ça, j'ai envie de dire que pas de Dijon, 2-0, sans prendre de but, c'est déjà pas si mal, on va dire. Mais après, bien sûr que dans le jeu, il n'y a aucun enseignement à tirer, ça reste d'une pauvreté extrême. Ok. Alors, Raph, rappelons qu'avant l'arrivée de Jorge Sampaoli, l'OM était seulement sur une victoire lors de ses 11 derniers matchs. Depuis qu'il est arrivé, l'OM a gagné 3 matchs sur 4. Est-ce que pour toi, tu peux constater d'un point de vue global que déjà la situation va mieux? Alors la situation, quand on prend juste les points et les résultats, oui. Après, dans le jeu, c'est très faible. On n'a pas
comme l'a dit Thomas, le niveau est affligeant. Il n'y a pas de percussion. On est à la rue au niveau du jeu. Alors, on peut se satisfaire que des points, mais voilà, le reste, sinon, pour l'instant, il n'y a aucune amélioration. Et ça, moi, je le dis depuis des semaines, l'amélioration, on la verra la saison prochaine. Cette saison, c'est encore trop court. Thomas, tu partages l'avis de Raph, que pour toi, c'est un bilan comptable qui est bon, mais qu'au final, ça ne va pas plus que ça? Ouais, c'est exactement ça. Après, le seul truc qu'on peut peut-être dire depuis l'arrivée de Sampaoli, c'est qu'on a l'impression que, même si dans le jeu, c'est toujours très compliqué, euh, on a le sentiment qu'il y a des joueurs qui se donnent peut-être un peu plus. Enfin, c'est toujours la même chose dès qu'il y a un nouvel entraîneur. Il y a le pseudo-électrochoc avec des joueurs qui, encore plus, j'imagine, la semaine à l'entraînement, ont besoin de se montrer parce que c'est un nouvel entraîneur, c'est un nouveau staff. Il y a des joueurs qui sont en fin de contrat. J'imagine qu'on en reviendra tout à l'heure. Il y a des joueurs qui sont prêtés, ils ne savent pas s'ils vont rester. Donc, rien de ce point de vue-là, il y a des joueurs aujourd'hui à Marseille qui ont besoin de montrer quelque chose. C'est peut-être la seule différence avec la fin d'année 2020 qui avait été très compliquée et le début d'année 2021, où on a des joueurs qui, je pense, en veulent un peu plus, même si on a l'impression que ça ne se voit pas encore tout à fait dans le jeu. Alors, on va revenir avec toi, Chris, sur une stat assez intéressante. L'OM a inscrit cette saison 7 buts sur coup franc indirect. Donc, c'est le record en Ligue 1 cette saison. Alors, est-ce que tu penses qu'il faut se réjouir de cette stat et se dire que ça peut être une force pour nous, ou au contraire, c'est l'arbre qui cache la forêt parce qu'on aurait peut-être un jeu assez pauvre au final, un jeu offensif assez pauvre? Moi, ce qui m'a interpellé, c'est ce qu'a dit en fait les joueurs après le match, et qu'ils ont dit qu'ils avaient beaucoup travaillé ces combinaisons à l'entraînement. Et moi, ça m'a fait dire quand même que Sampaoli, on dit toujours qu'il veut le beau jeu, la philosophie et toutes ces belles choses qu'on attend à l'Olympique de Marseille. Mais j'ai l'impression qu'aussi il y a une sorte de réalisme de ce qu'on peut faire en peu de temps. Et je pense que finalement, travailler sur des coups francs avec des joueurs qui, on le sait, ont certaines lacunes techniques est peut-être une solution. On sait qu'il avait déjà beaucoup fait sous AVB, donc ce n'est pas étonnant déjà qu'on était déjà assez haut. Et finalement, en fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on constate que les choses se renforcent même avec Sampaoli. Thomas, je te repose à nouveau cette question. Est-ce que tu suis l'avis de Christopher? Pour toi, c'est une arme, ces coups francs indirects, ou c'est tout simplement parce qu'on n'est pas assez bon dans le jeu offensif? Tu viens de tout résumer. En fait, c'est une arme à partir du moment où tu n'es pas capable de marquer autrement, ce qui est un peu le cas de Marseille aujourd'hui. Donc, heureusement qu'il y a ces coups de pied arrêtés. Après, attention, hein, un coup de pied arrêté, ce n'est pas non plus le hasard, ce n'est pas non plus la chance. Hein, c'est des choses qui sont travaillées. Donc, rien que de ce point de vue-là, ça veut dire qu'il y a des gens qui bossent, qui analysent les défenses adverses, qui vient défendre le premier poteau, qui est là pour couper les trajectoires. Donc, c'est peut-être ce qu'il y a de plus facile finalement à travailler quand un nouveau staff arrive. Surtout qu'il y a des joueurs de Marseille, enfin de l'OM qui sont très bons de la tête. Donc voilà, exploiter cette force-là, entre guillemets, c'est une bonne chose. Et surtout, on s'aperçoit que ça nous sauve quand même de bien de situations. Alors, je vais donner la parole à Richard qui voudrait réagir. Oui, je suis d'accord avec ce point de vue-là. C'est vrai qu'on pourrait dire que en épuisant les défenses, après, sur coup de pied arrêté, on trouve la faille. Sauf que là, le problème avec l'OM actuellement, l'attaque de l'OM, c'est qu'on n'arrive pas à développer d'actions dangereuses. Et il y a finalement que sur les coups de pied arrêtés qu'on trouve la faille. Alors, il y a une petite contradiction. Et effectivement, heureusement que peut-être que les Payet tirent bien les coups de pied arrêtés et les travaillent beaucoup à l'entraînement. Et c'est ça qui nous donne une opportunité. Mais sans le fait de ne pas avoir d'action développée et intéressante, où on a travaillé à l'entraînement et où on voit que ça se retrouve en match, avec des combinaisons qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est pas bon. On n'est pas sur la bonne dynamique. Alors, effectivement, on parle de coups de pied arrêtés. Automatiquement, on va parler de Dimitri Payet. 2 passes décisives en plus. Il en est à 96 passes décisives dans l'élite. Sacrée performance pour notre Réunionnais. Alors, Raph, pardon, on reviendra bien sûr sur sa prestation dans le top et dans le flop. Mais est-ce qu'on peut se considérer aujourd'hui Dimitri Payet comme un grand joueur de l'OM et de la Ligue 1? Si on prend purement les stats, oui, c'est un grand joueur de l'OM et de la Ligue 1.
Mais si on décide d'aller au-dessus, on remarque que Payet, il fait preuve de beaucoup d'irrégularité. Et on sait que le niveau, c'est de la régularité, des performances continues. Alors, des fois, il peut y avoir des passages à vide pendant un mois ou deux. Mais là, Payet, c'est une saison où il est au top, comme quand il nous amène en finale de Ligue Europa. Et par contre, à la fin de l'ère Garcia, c'est quand Payet est moins bien. AVB au début, ça va bien parce que Payet est bien. Et quand il n'est pas bien, on n'est pas bon non plus. Donc, pour moi, c'est pas non plus. C'est un très bon joueur de Ligue 1, mais pas plus. Pour toi aussi, Thomas, c'est un très bon joueur de Ligue 1, mais également un joueur connu pour son irrégularité. Après, quand tu es très bon joueur de Ligue 1 et que tu es très bon joueur à l'OM, c'est que tu es quand même un grand joueur. On ne parle pas d'un milieu de terrain qui aurait des statistiques intéressantes à Montpellier, à Dijon ou un autre club comme ça. Donc, évidemment, si on prend le Payet par le prisme de cette saison-là et par son ascenseur, en fait, on sait très bien qu'il a des périodes de très haut et des périodes de très bas. Après, si on regarde les stats, comme l'a dit Raphaël, depuis qu'il est revenu, je crois que c'est 150 matchs et une quarantaine de buts et une quarantaine de passes décisives en 5 saisons, c'est quand même pas donné à tout le monde. Après, évidemment, quand on parle de Dimitri Payet, on sait que c'est un grand joueur, donc forcément, on attend énormément. Et quand le mec répond pas à la hauteur des attentes qui sont placées en lui, c'est vrai que on reste un petit peu sur notre fin, entre guillemets. Alors, chers amis d'Instagram, vous connaissez le rituel. La première partie de cette émission est terminée. Rejoignez-nous sur YouTube, vous n'allez pas le regretter. Nous sommes avec Thomas Perotto, journaliste à l'équipe. On continue avec toi, Flo. On va faire le point en fait sur les joueurs prêtés. Il y en a pas mal cette saison à l'OM. Fais-nous un petit point de la situation, s'il te plaît. Reste en prêt. Il y a Balerdi, Lirola, Cuisance et Encham. Alors, je pense que voilà, on l'est tous et je le suis aussi du même avis que Longoria et Sampaoli. Il faudrait garder Balerdi et Lirola pour moi. C'est les deux joueurs qu'il faudrait peut-être miser. Pas à n'importe quel prix, je pense. Mais voilà, c'est les deux seuls qu'il faudrait qu'on garde parce que Cuisance et Encham, voilà, c'est pas ouf. Oui, alors Flo connaît mon avis sur Balerdi. Je pense que Balerdi, il faut qu'on le voit plus souvent. J'ai beaucoup vu ces derniers temps. Pour Balerdi et Cuisance, on parle de prolonger le prêt d'une saison. Pour moi, c'est peut-être la bonne idée pour vraiment être sûr, parce que Balerdi, alors on a eu le débat la semaine dernière sur ses performances, mais pour moi, il faut plus prolonger un prêt que l'acheter définitivement. Et Cuisance aussi, pourquoi pas. Alors, on va demander à Thomas déjà s'il a des infos transferts peut-être à nous donner. Non, désolé les gars, je vais vous décevoir, mais j'ai pas d'infos exclusives à donner ce soir sur le talk OM Geneva. Ok, merci d'être venu alors. À bientôt, au revoir. Alors, on va faire réagir Christopher déjà. Oui, moi, en fait, je serais assez pour aussi donner une deuxième chance à Cuisance. Je ne peux pas croire que ce joueur qui était à ce point pétri de talent et qui a autant de potentiel, en fait, ne puisse pas un jour se transformer en quelque chose de concret et qu'on ne puisse pas avoir un jour un grand Cuisance, quoi. Voilà, moi, c'est pour ça que j'espère que le Bayern accepterait peut-être un deuxième prêt. Je pense vraiment, vraiment à lui. Et moi, me concernant, Balerdi, moi, je l'achèterais même net dès maintenant parce que je pense qu'il a une courbe de progression très intéressante et je pense que c'est un joueur qui va parfaitement bien dans le dispositif de Sampaoli, dans une défense à 3. Donc, voilà, moi, c'est Balerdi, pour moi, il faudrait même déjà l'acheter maintenant. Alors, rapidement, ton avis, Thomas, sur Balerdi et Cuisance? Balerdi, oui, tu me demandes s'il faut le garder absolument. Après, moi, j'ai beaucoup de mal avec les prêts qui seraient prolongés d'un an, parce que je trouve que le joueur, en fait, se retrouve dans une situation où le club d'où il vient ne compte pas vraiment sur lui à partir du moment où il le prête 2 fois, et le club où il va ne compte pas vraiment sur lui à partir du moment où il préfère se le faire prêter qu'acheter. Donc, je me dis que le joueur, dans quelle disposition mentale il est, en se disant, bon, Marseille veut bien me garder un an de plus pour faire la maille, mais s'ils me veulent vraiment, s'ils comptent sur moi, ils posent les 15 plaques au milieu et on n'en parle plus. Donc c'est toujours la petite limite, je trouve, du prêt qui se prolonge d'une saison. Après, Balerdi, carrément, je suis de l'avis de Raphaël, il faut absolument le garder. Ok, merci. Allez, on termine vite fait avec toi, Flo. Moi, je vais revenir sur ce que Chris il disait.
Balerdi, il a une forte progression, une forte valeur, on va dire. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs Sampaoli dans la conférence de presse de tout à l'heure. Il a dit qu'il connaissait Balerdi depuis l'Argentine et que pour lui, il avait une future grande valeur marchande et puis potentielle aussi. C'est un futur potentiel. Et puis surtout, quand on le voit dans une défense à 3, souvent, il est très performant. Ok, merci Flo. On reste avec toi. On passe à la deuxième rubrique de cette émission. Il n'y a pas de fumée sans Flo. On va commencer à parler malheureusement d'une triste nouvelle qui a concerné Félix Rotten. Du coup, l'équipe du Talk rend hommage aussi à sa mère, à Kevin Strootman, qui est décédé il y a pas longtemps. Tout le réseau, tout Twitter, tous les tweetos marseillais lui ont rendu hommage aussi et on le fait volontiers. On enchaîne avec les infotransferts. Le premier, c'est assez récurrent qu'on le voit. Info de la Provence. Amin Adli, ça commence vraiment à devenir une piste qui devient de plus en plus sérieuse. Donc, alors, peux-tu nous le présenter? Déjà, il est né en 2000, le 10 mai 2000. Donc, jeune joueur, il va avoir 21 ans. Il a été formé à Toulouse. Il est au club de Toulouse depuis 2015. Et voilà, il joue au milieu offensif, ailier droit, voire même des fois en second attaquant, 9,5. Voilà, ça serait plutôt pour remplacer Thauvin en cas de fin de contrat, en cas de départ en fin de contrat. Et voilà, sa valeur, elle est à 5 millions, donc pourquoi pas. Et il y a une deuxième rumeur également. Exactement, c'est la deuxième rumeur, elle vient pour Gedson Fernandes, un Portugais. Alors, c'est plutôt un prêt ou un transfert, ils ne savent pas trop encore. C'est des rumeurs à prendre avec des pincettes, mais ça serait surtout pour remplacer Ncham. Ok, ça marche. Allez, on enchaîne avec ta rubrique fétiche, c'est le bullshit et le fun fact. Alors, premier fun fact, Almada, Thiago Almada, le fameux futur Messi argentin, comme on dit là-bas, ou comme nous on le voit, il s'est abonné à la page Instagram de Balerdi et de l'OM récemment, donc peut-être un transfert à venir. Et puis la deuxième chose, c'est Sampaoli, dans sa conférence de presse. Il a dit « Mes réponses sont plus courtes que prévues, car Elodie, donc l'attachée de presse, m'a dit de vous faire de réponses plus courtes, surtout pour anticiper aussi les mauvaises questions des journalistes français, comme tout à l'heure, celle qui demandait s'il fallait faire attention à Montpellier ou un truc dans le genre, et Sampaoli a dit bien sûr que oui, et même la réponse était dans la question tout simplement. Donc, merci à toi Flo. On enchaîne avec Raph. On va passer à la troisième partie de cette émission, le verdict de Raph. Alors Raph, on va revenir avec toi sur cette victoire encore contre Dijon 2-0. Alors tout d'abord, qu'est-ce que tu as pensé du niveau technique de l'équipe? Le niveau technique était aussi faible qu'un match de Ligue 1 assez récent, depuis quelques temps. Moi, je me dis juste que si le match avait été un dimanche après-midi à 13h, on aurait tous fait une bonne sieste devant, tellement le match il n'était pas emballant. Rassure-nous, Thomas, tu t'es pas endormi devant le match? Non, quand même, j'ai fait gaffe à bien garder les yeux ouverts. Heureusement qu'il y a eu ces 2 coups de pied arrêtés pour nous faire le petit sursaut qui fait du bien. Alors plus sérieusement, Raph, en quoi l'OM n'arrive pas à jouer contre des équipes de bas de tableau? Tout simplement, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est assez récurrent pour de nombreuses équipes en plus cette saison, mais pas que pour l'OM, c'est que l'OM n'arrive pas à créer le jeu. C'est une équipe qui arrive bien à jouer face à des équipes qui produisent du jeu. On a vu face à Rennes et Brest et qui du coup laissent des espaces derrière parce que après on peut les exploiter avec des joueurs de vitesse comme Enrique ou même Milik qui est très bon. Mais par contre, quand on joue face à un bloc bas qui joue très proche de son but, on n'arrive pas à avoir cette liberté créative qui permet d'étirer le bloc. On a des joueurs qui tentent de faire des passes verticales quand les joueurs adverses sont acculés sur leur but. On a des joueurs, quand il y a de la profondeur, ils jouent de manière latérale. Je ne trouvais plus les mots, tu vois. Donc, ça a été une succession de mauvais choix face à une équipe contre qui il fallait varier son jeu. L'OM n'a pas su le faire.
varier son jeu, justement, Thomas. Est-ce que tu trouves que l'OM aussi a du mal à varier son jeu, à alterner le jeu sur les côtés, la percussion dans l'axe qu'au final, on parle depuis le début de cette émission peut-être d'une pauvreté dans le jeu et le réalisme offensif de cette équipe. Non, mais clairement, on a très très peu vu de variété face à Dijon. Et pourtant, on finit quand même à 16 tirs à 4. Je crois que la possession, elle est de 64 ou 65% pour l'OM. Après, je ne veux pas trouver des excuses non plus à Sampaoli, mais il vient d'arriver et c'est quand même compliqué de tout révolutionner. Et tu vois, on parlait du côté créatif des joueurs. Les joueurs, pour créer des choses, ils sont là à Marseille. Camara, on sait très bien que sur une ou deux passes, il est capable de faire de grosses différences. Payet, évidemment, les hauts, les bas, mais ça reste un joueur qui est capable de débloquer une situation. Florian Thauvin, pareil, quand il part de son côté droit, il rentre souvent dans l'axe, il arrive à trouver cette petite passe, à aller trouver une frappe. Je trouve que Milik propose aussi beaucoup plus soit d'appels, soit de possibilités de jouer dos au but que ne pouvait le faire Benedetto ces derniers mois et même Valère Germain, bien entendu. Donc voilà, les joueurs, le potentiel offensif, je trouve qu'il est là. Après, voilà, je pense qu'il faut beaucoup travailler. Il faut que les joueurs répondent aussi aux exigences de Sampaoli. C'est un truc qui est quand même très énergivore, hein, son projet de jeu. Ils ne sont peut-être pas prêts non plus à tout assimiler d'un seul coup. Alors, Raph, Thomas était en train de nous parler de différents joueurs qu'on a dans notre effectif. Est-ce qu'au final, par rapport à tous les problèmes qu'on a évoqués, il n'y aurait pas vraiment un type de joueur qui manque à l'appel? Alors, à mon avis, il n'en manque pas un, mais plusieurs. Il nous faut un piston gauche. Ça, parce qu'à ma vie, il y a beaucoup de blessures à répétition. On n'est pas prêt de le revoir sur un terrain, à mon avis, parce que chaque match, on nous dit il reviendra le prochain, et puis à la conférence de presse, on nous dit finalement, il ne sera pas là. Donc, il nous manque ce piston gauche. Il a essayé Nagatomo, qui a fait quelques bons matchs. Il a essayé Raoui, qui n'était pas à son poste, clairement. Et Enrique, qui, dans un match, pourtant, il a fait de belles choses, mais ce n'était pas un match pour lui face à Dijon, parce que lui, il faut qu'il prenne de la vitesse, qu'il joue dans le dos des défenseurs. Et face à Dijon, tu ne peux pas jouer dans le dos des défenseurs. Après, je prendrais aussi un numéro 10 créateur, donc peut-être Aminadi, qui est capable de distiller des ballons correctement. Ou sinon, on met Payet à cette place-là. Mais Payet, j'ai l'impression qu'il navigue un petit peu comme un électron libre, mais il ne le fait pas bien. Il se place à côté de Milik, ou sinon, des fois, il revient. Il dépense beaucoup trop d'énergie. Et enfin, je pense qu'il nous faudrait, alors peut-être pas un nouveau joueur, mais garder Milik pour l'utiliser comme un pivot, comme un attaquant qui est capable de fixer la défense et de garder le ballon assez longtemps pour faire remonter les autres joueurs, notamment face à des équipes qui jouent plus vers l'attaque. Ça pourrait nous aider. Après, Milik, il faut le garder. Pour moi, faut le garder lui aussi. Alors Thomas, je vais revenir vers toi. Pour toi, si tu devais retenir un joueur qui manque vraiment, est-ce que tu choisirais le latéral gauche parce qu'on se trouve vraiment de l'absence d'Amavi? Qui l'eût cru il y a quelques saisons qu'on pourrait dire ça, mais c'est le cas actuellement. Est-ce que tu choisirais un latéral gauche, un numéro 10, peut-être parce que Payet ne le fait plus vraiment, un numéro 10 pour vraiment distribuer le jeu de l'OM, ou un autre joueur, tout simplement? S'il faut en choisir qu'un, clairement, c'est ce poste de latéral gauche, parce que ce soit dans une défense à 4 ou un 3-4-3 où on évolue, comme disait Raphaël, sur un piston gauche, il faut un mec qui est capable de multiplier les efforts et qui connaisse ce poste. Quand on fait cette campagne européenne 2017-2018, on jouait un petit peu comme ça, c'était un 3-4-3, il y avait notamment Bounassar sur un côté. Voilà, c'est ce profil-là qui manque, et Amavi est capable de le faire, sauf qu'on s'aperçoit qu'il est beaucoup blessé. Le seul finalement qui a été capable de faire des matchs plutôt corrects dans ce rôle-là, finalement, c'est Raoui, qui n'a pas démérité, même si ce n'est pas son poste, comme l'a dit Raphaël. Par contre, Luis Enrique, effectivement, c'était une catastrophe contre Dijon. Après, il faut quand même se rappeler que le mec, on a mis une somme importante et on l'a présenté comme un numéro 9, voire un ailier gauche. Et là, il se retrouve à jouer piston gauche. Donc, on s'aperçoit qu'il y a quand même un truc qui ne va pas. Donc, si effectivement, il y a un poste à vraiment muscler, à retenir, moi, c'est celui-là que je choisis. Et on va parler des joueurs avec toi, Chris. On passe au top et au flop. C'est à toi.
Oui, alors c'est parti pour la séquence top flop. Alors je vous invite, chers chroniqueurs, à ouvrir votre micro. Et nous allons voir déjà, selon vous, alors cette semaine, il y a aussi Nathalie, d'ailleurs, parmi les chroniqueurs, qui a voté. Mais déjà, à votre avis, déjà, selon les chroniqueurs, qui c'est qui a été le plus gentil, à votre avis, cette semaine? Et la réponse va vous surprendre. Flo. Le plus gentil, Flo? Alors, Flo, il est à 5,4. Pas vraiment. Non, non, Bah, c'est toi. non plus. Non, 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 c'est Richard. Richard qui a mis, voilà, Richard qui a mis Ouais, 5, c'est vrai, j'étais un peu large. Ah ouais, il était généreux. C'est quand je regardais ses notes, je rigolais, je disais bien, il était généreux. Voilà. Non, 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 Il a sûrement regardé le match avec une tisane, je pense. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il était de très, très, très bonne humeur, je pense, quand il a regardé le match. Donc voilà, il nous a mis un 5,9 de moyenne aux joueurs. Et alors, le Je suis pas loin. bah voilà. Et qui était le plus critique, à votre avis, d'entre nous? Ben, c'est moi. Non, je rigole. À mon avis, c'est Rafi. Ouais, Rafi, qui a mis 5 de moyenne. Alors, vous voyez, entre 5,9 de moyenne et 5, c'est quand même une belle marche. Donc voilà, Rafi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas dû beaucoup aimer le match. J'ai l'impression que ça fait 2 matchs que je suis assez sévère, mais parce que j'en attends beaucoup plus. J'en attends beaucoup plus. Tu n'étais pas sous, tisane, toi, en tout cas. Ouais, non, moi, je n'étais pas sous tisane. Trop de whisky. Voilà. On espère des jours meilleurs. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer aux notes de l'OM Nation, parce que vous savez que maintenant, on fait toujours noter l'OM Nation Genève. Voilà. Donc on demande toujours à tous nos membres qui sont présents dans le groupe WhatsApp s'ils veulent voter, s'ils veulent noter, excusez-moi, le match. Et on a eu 3 personnes qui ont noté. Donc on a eu l'illustre Jean Gaffan, voilà, qu'on commence à bien connaître. Notre plus fidèle des fidèles, Nidal et également Vincent. Alors, pour la petite histoire, celui qui était le plus dur parmi les membres de l'OM Nation Genève, c'est Vincent qui a mis un 2 à Milik. Voilà, Vincent très dur avec le pauvre Milik. Et Jean Gaffan qui a mis la meilleure note, lui, chez les OM Nation, en mettant un 7 pour l'Irola. Voilà. Donc maintenant, effectivement, nous allons passer aux joueurs. Oui, et puis la note moyenne des OM Nation Genève, c'est 5,2. Voilà. Donc maintenant, passons au top flop. Donc Thomas, là je m'adresse à toi. Qui verrais-tu comme le premier de ton top? On parle du dernier match, d'accord. Oui, on parle de Dijon. Hein. J'hésite entre deux. Il faut que j'en choisisse qu'un, j'imagine. Je vais quand même dire l'Irola. Ah. Qui apporte quelque chose d'autre dans ce couloir. En fait, j'aurais pu dire Balerdi, mais parce que est-ce qu'on n'est pas troublé par le fait qu'il marque? Tu as toujours tendance à surélever un peu les mecs qui ont marqué ou fait des passes décisives, et c'est notamment le cas avec Payet, parce que si tu mets de côté ces 2 passes, il fait un match qui n'est pas loin d'être très médiocre. Donc ouais, l'Irola, je me rappelle du début de la deuxième période où on l'a rarement vu ces derniers temps, où il y avait beaucoup de combinaisons avec Thauvin et Camara, une espèce de triangle où il y avait beaucoup de passes, où tu sentais que c'était redoublé, que les mecs savaient un peu où ils allaient, que c'était des circuits privilégiés. Et donc, ouais, franchement, j'ai beaucoup aimé enfin, beaucoup aimé. J'exagère, hein, mais j'ai bien aimé la performance de l'Irola dans ce match-là. Alors, c'est très intéressant que tu aies mis. Alors, visiblement, c'est l'Irola 1, Balerdi 2, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises? Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, nous, on a mis Balerdi 1, l'Irola 2. Voilà, tu vois. Donc, on se retrouve finalement. Balerdi, finalement, en numéro 1, top 1, finiront avec une bonne note pour nous, 6,8. Donc, franchement, si on agrège tous les scores, c'est vraiment une bonne note qu'a eu Balerdi. Moi, je lui ai mis 7, Flo lui a mis 8, Richard 7, Nathalie 7. L'OM Nation lui a mis 6,9 de moyenne. Donc non, vraiment, on est tous d'accord en fait sur le bon match de Balerdi. Il n'y a vraiment pas de personnes qui ont mis… bon, on sait, hein, Raph, Balerdi, il va toujours mettre un petit peu moins quand même, hein, n'est-ce pas, Raph? Non, mais c'est parce que, oui, il marque, comme a dit Thomas, et c'est là aussi, il faut faire attention. Il n'a rien eu à faire pendant le match parce que Dijon a été inoffensif. Donc, alors oui,
je l'ai noté comme ça par rapport au fait qu'il marque un but, mais sinon, il n'a rien eu à faire. Donc, voilà. Et tu l'as mis c'est compliqué de le noter. Ouais, tu l'as mis c'est correct. Hein. C'est très correct, c'est très correct. Mais c'est toi qui as mis la note la plus basse, finalement. Voilà. Et donc, oui, l'Irola, chez nous, à 6,1. Donc, voilà, pareil, on est assez d'accord aussi. Hein, il a 6, 6,5, 7, 6,5, 6, 5. Voilà, Nathalie qui l'a mis un peu plus bas. Et puis, même l'OM Nation, en général, a mis un bon 5,6. Donc, voilà, c'est plutôt une note correcte. Et alors maintenant, à la place du troisième. Vous allez voir, c'est très compliqué chez nous. Est-ce que pour toi, Thomas, c'est plus simple ton troisième, de ton top 3? Alors, je ne sais pas si vous l'avez cité, moi j'ai pensé à Sakai, parce qu'il s'est retrouvé en fait dans une position dont on avait peu l'habitude de le voir ces derniers temps, axial gauche dans une défense à 3. Je crois même que lors de la campagne de la fameuse campagne de Ligue Europa, il jouait axial droit dans cette défense à 3 à un moment avant que Rami rentre. Il ne fait pas un match extraordinaire. Mais ce qu'il a eu à faire, il l'a fait pas si mal, sachant encore une fois, c'était un poste qu'il avait moins joué ces derniers temps. J'ai trouvé ça intéressant. D'accord, d'accord. Pour info, je peux juste intervenir. Pour info, quelques jours avant ce match, j'ai invoqué l'idée de mettre Sakai dans les 3. Et vous voyez, ça donne des résultats parce qu'il a fait un très bon match. Après, c'était Dijon, donc il faudra voir contre d'autres équipes aussi. Alors, moi, de mon côté, à titre personnel, je suis absolument persuadé que Sakai, c'est le joueur parfait dans une défense à 3 aussi. Donc, on se rejoint complètement là-dessus. Alors, chez nous, il faut savoir que la 3e place, vraiment, tient dans un mouchoir de poche. On a été obligé d'aller au 3e décimal pour, en fait, départager, tenez-vous prêts, 4 joueurs. Alors, voilà. Donc, à 5,619, nous avons à égalité Camara et Alvaro. Voilà. Et on a Payet et justement Sakai qui ont à 5,619, 5,613, excusez-moi. Donc 5,619 et 5,613. Autant dire qu'en fait, en vérité, il y a une sorte de paquet de joueurs qui arrivent en 3e place qu'on n'a pas su vraiment arriver à différencier plus que ça, malgré toutes ces personnes qui notent finalement. Ils tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Donc voilà, donc, on a beaucoup apprécié. Ils peuvent tous avoir la 3e place. Alvaro, Sakai, Camara et Payet qui tiennent vraiment à la 3 décimales près, à 5,610 quelque chose. Maintenant, passons au flop. Revenons à toi, Thomas. Qui c'est que tu aurais vu dans les flops que tu as vraiment vu en dessous de tout pour ce match-là? Alors, je l'avais évoqué déjà tout à l'heure, et pour moi, ce serait Luis Enrique dans ce rôle-là qui n'a pas apporté, enfin, qui n'a rien apporté en fait. On attendait de la percussion, des dribbles, des centres, et il n'y a rien de tout ça en fait. C'est assez simple. Oui, alors chez nous, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. Non, nous, Luis Enrique est 2e flop. Voilà. Donc, on a une toute petite place de différence. Il y en a un qui a fini quand même tristement 1er. Donc, Enrique. Qui c'est qui essaie de le sauver chez nous? Donc, ouais, Raph n'était pas trop méchant. Il a mis un 5. C'est peut-être lui qui le sauve finalement. Oui, Richard aussi. Il n'était pas à sa place, c'est tout. Ouais, bah, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est très juste ton point de vue. Richard qui lui met un 5 aussi. On sait tout l'amour qu'il a pour Luis Enrique. Donc, il a quand même pas trop matraqué. N'exagère pas, mais comme le disait Thomas tout à l'heure, il n'est pas avantagé. On le met quasiment latéral gauche. Donc, Ouais. il fallait qu'il monte et qu'il descende. Il n'a pas l'habitude de ça. D'habitude, il joue 20 minutes et là, tout un match, il faut qu'il fasse ça. Donc, c'était difficile pour lui. Je suis persuadé que ce n'est pas la bonne solution. Thomas avait raison tout à l'heure. Et mais tu vois, Richard, il n'arrêtait pas de nous dire avant, mais Enrique, il faut le mettre tout le match, tout ça. 20 minutes, il ne monte pas. Je trouve qu'il a beaucoup mieux, il a beaucoup plus montré lors de ses entrées qu'en jouant tout ça. Mais oui, peut-être qu'en le mettant à une meilleure place, mais face à Dijon, c'est pas approprié de le mettre. Je te disais devant, le mettre sur l'aile, que sur l'aile, c'est-à-dire qu'il se concentre sur l'attaque. C'est un garçon qui est fait pour percuter. Il n'est pas fait pour défendre. Donc, alors, il peut apporter un soutien peut-être à un bon latéral gauche, comme l'a dit Thomas tout à l'heure. Mais par contre, en attaque, il peut faire des prouesses. Il nous l'a prouvé déjà 2 ou 3 fois. Il a donné, je vous rappelle, 4 passes décisives. C'est important pour un jeune joueur à l'OM comme ça. Oui, mais je dis juste un petit truc, Chris. Ouais, vas-y. C'est aussi, quand tu regardes la compo, on a tous parlé de Sakai à gauche. Mais il y a peut-être aussi Sampaoli qui savait que Enrique n'allait pas défendre à 100% et que dans un match face à Dijon, tu n'as pas forcément besoin d'une défense à 3, où Sakai peut se décaler
un peu mi-centre gauche, mi-défenseur latéral, juste pas arrière latéral, juste vraiment défenseur latéral pour couvrir un peu les montées d'Enrique parce qu'il savait très bien qu'il n'allait pas redescendre. Donc, Bon, oui, sauf que Enrique devait revenir. Il le savait qu'il devait revenir et il était perdu sur le terrain. Donc, voilà, même si c'est que sur l'aile. Donc, il est fait pour jouer devant. Il faut le mettre devant et se concentrer sur la percussion, c'est tout. Enfin, c'est mon avis après. Bon, en tout cas, Luis Enrique à 4,2 a été bien déglingué, notamment par OM Nation en Genève, qui a pourri, eux, en tout cas, vraiment pas aimé. C'est même lui qui a participé en finant l'affaire. C'est eux qui ont vraiment participé vraiment à nous le mettre dans le flop, l'OM Nation de Genève. Donc maintenant, mais chez nous, on a un autre flop 1. Est-ce que, on revient à Thomas, qui c'est que tu mettrais d'autre comme flop, voir si à tout hasard, ce serait notre flop 1? J'imagine que c'est Milik. Eh ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé? Je suis d'accord aussi. Hein. Attention, j'aurais noté Milik, il est attaquant de pointe, il ne marque pas. Donc, déjà, à partir de là, c'est compliqué. Il n'avait pas de ballon. Il est un peu moins incisif que certains matchs où il proposait peut-être d'autres choses. Là, il était un peu perdu. Il ne savait pas trop peut-être d'où devaient venir les centres. Est-ce que c'était Lirola et Luis Enrique qui devaient lui mettre? Est-ce que c'était sur les appels de Payet qu'il fallait qu'il aille au point de pénalty? Ouais, on l'a trouvé un peu emprunté. Oui, alors il a 4,1 de moyenne et ceux qui ont été le plus durs de nous tous, c'est… Ah non, c'est Flo qui a été le plus dur. Tiens, Flo, 3. Tiens, Flo, à toi de parler là. Qu'est-ce que tu l'as mis 3 là, Milik? Tiens, si c'est lâché là pour une fois. Ah, je veux l'entendre. Je sais pas, je suis assez d'accord avec Thomas, tu vois. À un moment donné, l'attaquant, il marque pas. Alors certes, j'arrêtais pas de dire avant au talk, c'est pas parce qu'un attaquant marque pas qu'il fait pas un bon match, mais même s'il marque pas, il n'était pas performant. Enfin, il pesait pas sur les défenses. Et puis même, quand tu vois que face à Rennes ou Brest, et il se fait son propre but, il marque son propre but à la 45e, et que là, face à Dijon, il n'est pas capable de le faire. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Alors, je dis pas que c'est un mauvais attaquant, hein, loin de là, mais sur ce match, en tout cas, il a été mauvais. Voilà, donc en tout cas, c'est toi qui as mis qui a été le plus dur. Avec lui, tu l'as mis un 3. Voilà, bon. Et il finit donc avec 4,1 de moyenne. Et puis, par exemple, la Nation lui a mis un 4. Hein, donc, vous voyez, vraiment, ouais, on l'a vraiment bien dézingué. Maintenant, le flop 3, qui c'est que tu mettrais? Ça va un peu vous surprendre celui-là, d'ailleurs, je ne m'y attendais pas trop. Qui c'est que tu mettrais, toi, Thomas, encore dans les flops? Franchement, c'est compliqué. Ouais. J'ai envie d'être un petit peu scandaleux et de mettre Payet. Si tu enlèves ces 2 passes décisives, encore une fois, je ne l'ai pas trouvé du tout bon. Oui, il est bizarre Payet, parce qu'en fait, tu peux le mettre aussi bien dans un top que dans un flop. En fait. C'est ça qui est marrant avec ce joueur. Parce que comme souvent, en fait, et sûrement raison, on est attiré par les stats. Un mec qui te marque un but et qui fait 2 passes décisives, même si tout ce qu'il a fait le reste du match, il n'est pas bon, tu retiens son but et ses 2 passes décisives parce que c'est ces gestes-là qui vont te faire gagner un match ou te les faire perdre. Donc oui, voilà, en exagérant, je dis bien en exagérant, j'aurais mis Payet sur une performance pareil, assez médiocre. Alors, chez nous, c'est Thauvin, figurez-vous. Voilà, donc, parce qu'en fait, il a des notes moyennes basses, en fait, de tout le monde, en fait. Et c'est ce qui fait que finalement, à la fin, il échoue avec un 4,6. Encore une fois, ce qui a été très dur avec lui, notamment, c'est l'OM Nation qui lui met un 4,3 de moyenne. Pourquoi dur? Je suis d'accord. Ouais, bah toi, Richard, tu lui as mis 5. C'était le plus généreux quasiment. Non, c'est Raph qui était plus généreux. Oui, parce qu'il fait 2 passes. Il fait 2 belles passes lointaines là, qui pouvaient amener un but. C'est tout. Mais est-ce qu'avec 2 passes, on peut marquer des buts? Il faut multiplier les actions pour marquer des buts. Bon, moi en tout cas, celui que je veux entendre, c'est Rafi, parce que Rafi, il a mis 4. Alors, c'est toi qui as été le plus dur avec lui, des personnes présentes ici. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire sur Thauvin, le match de Thauvin, toi? Parce que j'attends plus de lui, j'attends plus d'un joueur comme Thauvin qui pour moi, n'est pas à son meilleur niveau. Et si bien dit. Je pense qu'il doit être plus décisif. On l'a connu très décisif. Bon, il avait toujours ce jeu en lui où il rentrait avec son pied gauche à l'intérieur. Ouais, que tout le monde connaît. Ça a marché longtemps, c'était sa spéciale, ça a marché longtemps. Ça n'a plus l'air de marcher parce que malheureusement, les joueurs connaissent son jeu. Donc peut-être qu'il doit aussi apprendre à se diversifier un peu plus, étendre un peu sa panoplie. D'accord. Voilà, en tout cas, il finit avec un 6,6 de moyenne.
Il finit en fait, en tout cas, avec 4,6 de moyenne. Et voilà, donc c'est notre flop 3. Donc voilà, Rafi, je te rends l'antenne après ce top flop. Merci. Je peux intervenir juste une dernière chose. C'est inquiétant, Thauvin. C'est inquiétant, Thauvin, parce que l'année où on a fini deuxième, il n'était pas là et on jouait mieux sans lui. Hein. Donc, je suis inquiet avec Thauvin, je suis aussi inquiet. Mais bon, pour Payet, c'est pareil. Quoi. Bon, enfin, j'espère qu'ils vont me prendre conscience. Merci Chris. Allez, on va rester avec toi, Richard, vu que tu as la parole. On va passer à la séquence coup de gueule de cette émission que vous connaissez tous et que vous appréciez tous. Pourquoi tu marronnes, Richard? Alors, cette semaine, je crois que tu as sorti ton survêtement d'entraîneur. Tu es toujours pas sur la même longueur d'onde que Jorge Sampaoli, je crois. Non, je suis sur la même longueur d'onde que lui quand son système de jeu est adapté à l'équipe qu'il rencontre. Là, contre Dijon, tu n'as personne en face. Tu peux jouer l'attaque à fond. Ça fait des semaines depuis AVB que je demande un 4-4-2 et notamment aussi sous Sampaoli depuis qu'il y a Milic, où on pourrait voir, et on a vu ça, ça a duré peut-être 5-10 minutes, je ne sais plus dans quel match, où Benedetto joue à côté de lui ou tourne autour de lui. Rappelez-vous, quand Benedetto décrochait les mois qui ont précédé, souvent il aimait bien décrocher pour avoir des ballons parce qu'il n'en a pas assez en tant qu'attaquant. Et quand il décroche, il ne fait pas du mauvais travail. Donc, qu'est-ce que ça pourrait donner avec un Benedetto qui pourrait jouer à côté d'un Milic? Je vous rappelle que Milic, tout à l'heure, vous l'avez descendu. Mais c'est un attaquant pivot qui a besoin d'avoir des tueurs à côté de lui qui cavalent et qui sont techniques. Un Benedetto, c'est ce qu'il est. Alors, bien sûr, avec l'apport de Payet, avec l'apport de Thauvin, s'ils se réveillent, parce qu'ils ne sont pas réveillés, mais justement, comme ils ne sont pas réveillés, peut-être que Benedetto, en tournant autour de Milic, il peut faire quelque chose. Rappelez-vous où il donne ce fameux ballon à Enrique en cloche, Enrique, il centre, et Cuisance marque le seul but de sa vie tout à l'heure. Non, je rigole. Mais il marque sur cette action. Voilà. C'est ça qu'on a envie de voir et qu'on ne voit plus avec Payet. Alors, pourquoi ne pas remettre Benedetto à côté de moi, je le mettrais titulaire. Pourquoi pas? Pourquoi ce garçon? Alors, je finis. Ça pourrait faire, par exemple, contre des équipes comme Dijon, un 4-1-3-2. Ça suffit un camarade dans l'entrejeu et tu en mets 3, Enrique, Payet, Thauvin, et tu mets les deux devant. Milic à côté de Benedetto pour créer des actions, pour créer du jeu devant, puisqu'on a tant de problèmes. Attention, Sampaoli, qui sème la testardise, récolte des valises. Attention. Merci Richard. Alors, Thomas, est-ce que l'association que propose notre ami Richard, Benedetto-Milic, te plairait, toi? Non. Non, alors dis-nous pourquoi. Non, pas forcément. Parce que je trouve qu'en fait, dans cette configuration-là, c'est presque Thauvin, en fait, le deuxième attaquant, qui va venir épauler Milik. Franchement, quand tu vois le match contre Dijon, on part d'un 3-4-3. Sauf que Payet s'est vite recentré. Luis Enrique prenait très souvent son couloir gauche. Tout à l'heure, on parlait du rôle d'Enrique. Oui, il est piston gauche dans ce match-là, mais en fait, dans les faits, si tu regardes sa map, il est pratiquement ailier gauche tout le match. Hein. Dijon a beaucoup défendu. Marseille avait beaucoup la possession du ballon. Donc, en fait, tu avais Enrique sur le côté gauche, Payet qui était un peu dans l'axe, et Milik et Thauvin. Enfin, Thauvin, en fait, qui était un peu mi-ailier droit, mi-attaquant de soutien, parce que Lirola venait prendre aussi beaucoup ce couloir. Donc, à la limite, quitte à mettre deux attaquants, je préférais voir Thauvin vraiment avec Milik plutôt que Benedetto, qui, je trouve, se marcherait vite sur les pieds en fait avec Milik. Alors, comme on dit, tu laisserais Benedetto à la cave. Oh, après, sur le banc, c'est pas la cave non plus. Hein. Tu fais rentrer un mec à la 60e, tu l'oublies pas totalement non plus. Hein. Au coup d'envoi, oui, je ne le mettrai pas forcément titulaire. Après, Milik, s'il fait 2-3 matchs comme il a fait contre Dijon, tu as aussi le droit de le remettre sur le banc et de mettre Benedetto en pointe. Hein. Ok, merci à toi, Thomas. Allez, on enchaîne avec le jeu des pronos. L'OM jouera à la Mosson, du stade de Montpellier.
samedi soir à 21h. Donc MHSC-OM. Tous à vos pronos. On commence avec toi, Raph. 1-0 pour l'OM. 1-0. Flo. Je dirais un partout. Un partout. Richard. Je me lance. 3-1 pour l'OM. Lance-toi. Christopher. 3-2 pour l'OM. 3-2 pour l'OM. Thomas. 2-1 pour l'OM. 2-1 pour l'OM. Et moi, je vais rejoindre Flo, je vais dire un partout. Allez, on passe au dossier de la semaine. Vous allez voir, ça va être assez interactif cette semaine. On va parler des surnoms des joueurs de l'Olympique de Marseille. Chris, tu peux ouvrir le bal si tu veux. Oui, alors aujourd'hui, on va s'attaquer effectivement au surnom de l'OM. Et puis, on s'est dit, mais sous quelle forme on pourrait faire ça? Et on voulait faire un truc un peu fun. Donc, on s'est dit, tiens, si on faisait une sorte de quiz. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? On va un peu séparer en fait tous les gens que vous entendez aujourd'hui un peu en deux. Il va y avoir Flo et moi, on va poser des questions sur les surnoms des joueurs à l'OM. Alors on a commencé à peu près dans début des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on n'a pas été avant, parce que si on s'en faisait encore beaucoup trop. Et donc, je vous propose qu'il y ait Rafi, qu'il y ait Thomas et qu'il y ait Richard qui vont faire un concours entre eux. On va voir qui c'est qui va gagner, sachant que, attention, à la VAR, il y a Raph qui va compter les points, d'accord? Et puis, alors, comment ça va marcher? Ça va marcher de la manière suivante, c'est-à-dire qu'ils vont lever la main, et le premier qui lève la main, à chaque fois, c'est celui-là que Raph va donner la parole, parce qu'il va aller sur l'écran, il va dire, c'est le premier qui lève la main. Alors, s'il vous plaît, messieurs, levez la main uniquement si vous savez, sinon c'est pas très fair-play. Vous levez toute la main. Voilà. Vraiment, l'idée vient et hop, vous levez la main, c'est d'être fair-play avec les autres. Je vous en remercie. Et puis donc, je fais tout cela avec Flo. Donc voilà, donc Flo c'est le minot, moi un peu plus vieux. Donc du coup, Flo il va avoir les plus jeunes des joueurs de l'OM et puis moi donc les plus anciens. Voilà. Donc, Raph, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt à l'avant. Activer la gunline. Voilà. Alors, aussi, n'hésitez pas, ceux qui regardent la vidéo, les fameux viewers, n'hésitez pas à compter vos points vous aussi et mettez dans les commentaires. Ça nous aidera pour voir à peu près où vous en étiez, ou pour vous comparer aux chroniqueurs. C'est ça, on arrive à près une quarantaine de questions, donc on serait très curieux de savoir combien vous en aurez trouvé sur 40. Donc comme ça fera un bon voir à peu près comment vous situez aussi par rapport aux chroniqueurs, au niveau de votre connaissance. Voilà, donc du coup, je vais poser la première question, et puis Raph, attention, tu fais l'arbitrage et tu calcules les points. Alors, on va commencer une facile. Quel est l'entraîneur le plus scientifique que l'OM n'ait jamais connu? Alors, Rafi. Raymond Lascience, Raymond Goethals. Yes. T'as trouvé. À toi, Flo. Du coup, on cherche le surnom de notre dernier entraîneur portugais. Lequel c'était? Rafi. Spécial tout. Enfin, c'est lui, mais c'est pas celui que j'ai noté en tout cas. Celui que j'ai noté, c'était l'Aristo de Porto. Ouais, voilà, mais les deux fonctionnent là, beaucoup. Oui, parce qu'il y avait Special One avec José Mourinho. Voilà. C'est ça. Non, mais elle est acceptée aussi. Elle est acceptée aussi, ça, pas de problème. Bon, allez, à moi. Un entraîneur et joueur de l'OM qui, si l'on se base uniquement sur son surnom, aurait été en peine financièrement. Thomas. Ah, Richard, il faut être plus rapide. Mais c'est Thomas qui a été plus rapide. La Dèche? Oui, Didier Ladèche Deschamps. Voilà. C'est mon que tu voulais en venir au départ. Ouais, il fallait bien trouver un truc un peu plus compliqué parce que sinon c'était trop évident celui-là. Allez, à toi, Flo. Il est actuellement adjoint à l'OM sous Sampaoli. Terreur, qui gueule beaucoup. Quel est le surnom de Abordonado? Rafi. Pancho? Il me semble que c'est ça, oui, Flo. C'est Pancho, ouais. Voilà, parfait. Allez, à moi. Le surnom de JPP à ses débuts quand les supporters marseillais s'impatientaient qu'ils mettent des buts. Richard, elle est pour toi, celle-là. Ah, Thomas. Ouais. Et Thomas, il a...
Il n'y avait pas un truc avec, je sais plus, c'était j'en plante pas ou je plante pas. Oui, Oui, c'est ça. C'est ça. J'en peux plus. C'est j'en peux plus. Mais elle est accordée, effectivement. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais bien de JPP. Voilà, j'en peux plus. Voilà. Allez, à toi, Flo. Alors, j'ai joué un match en pro avec l'OM et on me surnommait Chouchou. Qui suis-je? Mais comment? Pardon? J'ai pas entendu. Chouchou, comme les Vous clients. n'avez pas des questions plus difficiles, non? Chouchou. En plus, ça doit dater de 1940. Non. C'est récent. C'est pas le joueur qui joue en réserve, là. Le joueur qui avait joué contre Bordeaux, là. Thomas. C'est Thomas, non? Là, comment il s'appelait, là? Ah, c'est ça ou pas? Ouais, Flo, aide-le. Fabrice Apouzès. Ah bah oui, d'accord. Ouais, voilà. Eh ben, Mais c'est lui qui était voilà. rentré contre Bordeaux. C'est lui là, qui était rentré contre T'as dit un Bordeaux. seul match Bordeaux, ouais. Son seul match professionnel qui avait joué à Bordeaux. Et voilà, c'est Ouais, elle était pas facile, celle-là. J'avais plus le nom en tête, mais c'est lui. Bon, attention, là, ça va être un jeu de vitesse. Attention à la VAR, Raph, ça va être dur, là. Si je vous dis The Rock. Rafi. De Saï. Oui, voilà. C'est ça qu'on va entendre. Allez, à toi, Flo. On me surnommait Goldorak et j'étais un maître des coups francs à la Roberto Carlos. Thomas. Taïwo. C'était Itaïwo. Alors Goldorak. Richard, tu te réveilles un peu? Si t'as mettre des coups francs, je pense que je le sors pas, quoi. Ouais, c'est Moi, j'aime pas ces jeux. Oh, je pose pas de questions, moi. Alors, après, si je vous parle de la faucheuse. Thomas. Ouais, ça me dit quelque chose. Dimeco. Oui, c'est ça. Bravo. À toi, Flo. Je suis de 2010, du titre, de l'année du titre. On me surnommait El Comandante. L'audio. Ah, Richard, faut être plus rapide. Mais c'est Thomas qui avait levé la main en premier. Ouais, mais ça va. Oh. Oui, voilà, c'est ça. La connexion, Un peu c'est facile, pas bonne, celle-là. Richard. Dites attention, levez la main avant de dire la réponse, hein, s'il vous plaît, soyez fair play. Allez, à moi. Celui dont le surnom a en commun la fonction d'Emmanuel Macron. Ah, Thomas, là, c'est joué à un dixième. Laurent Blanc, le président. Ben voilà. À toi, Flo. Mon surnom est le diminutif de mon nom de famille et d'un super-héros. C'est la même. Enfin, il sera rassemblé. Alors. Richard a levé la surnom. main. Waddle. Richard. Non, c'est un joueur récent, Richard. Tu peux répéter la question, Stéphanie de Monaco? Alors, c'est le joueur qu'on trouve a comme surnom son nom de famille et un nom de super-héros en même temps. Quand tu as trouvé ça? Ah, Thomas. Super Mario. Ah bah oui. Wow, bravo. Et voilà, Du coup, c'est son prénom. Ah oui, c'est son prénom. Non, parce Eh oui. qu'on cherchait On cherchait le Michi nom, hein. Batshuayi, Non, elle compte pas avec celle-là. Batsman. Ah oui, d'accord, c'était pas ça en fait. C'était pas Ah oui, donc. Non, voilà, c'est ça. Après c'était la bon, VAR, qu'il avait on trouvé. annule le point. Voilà, c'est ça. Ouais, mais j'ai quand même répondu à la question. C'est vrai que Super Exactement, Mario, ça marche. effectivement, ça marchait dans les deux cas. C'est que là, Flo, attention. Là. Mais moi, 0,5. Là. Ouais. Bon, allez, à moi. Attention, celle-là, elle n'est pas facile. Il faut réfléchir un petit peu aux mots. Attention. Qui était le renard argenté? Ah, Thomas. Fabrizio Ravanelli, facile. Oui. Ah bah ouais, bon. Alors, petite info, si je peux me permettre, pour gagner un point, Christopher. Fabrizio Ravanelli avait également un deuxième surnom qui était Pena Bianca. Pena Bianca, mais j'allais le dire. J'allais le dire. Alors, tu Elle peux était- donner le point, on accélère comme ça. Bernard et Bianca? Pena Bianca. Pena Bianca, stylo blanc. Qui veut dire stylo blanc, ouais. Voilà. Allez, Flo, à toi. Alors, C'est on me vraiment surnommait dégueulasse. El Gringo, argentin, titre aussi 2010. Ah, Rafi. Heinze, Gringo. Et Gavi Heinze. Oui, bien, bravo. Allez, à moi. Qui était le renard des surfaces? Non. Voleur. Ah, Richard. Voleur. Ouais, voilà, ça y est. Le point, Richard. On t'a laissé, Richard, on t'a laissé. Ouais, tu Tu restes vois. en jeu un peu. Allez, Il y à en toi, a plein Big Flo. qui savaient.
Alors, un grand attaquant de l'OM, comment l'appeler? On l'appelait comment le grand attaquant de l'OM acheté à Strasbourg? Maintenant dirigeant d'un club de Marseille. Oh là, Richard. Nyang. Nyang. Oui, mais c'était quoi son surnom? Ah, Je crois que Rafi le sait. Hein. bah vas-y Rafi alors. Mamad. Exactement. Ah oui, oui. Voilà. Eh oui. Attention, tout est dans le surnom, comme on le dit. Qui était angle mort? Quoi? Angle mort. Ah, je sais. Oh, Richard. Embloma. Voilà, tout est dans le nom, c'est ce que je vous disais. Oh là là là. C'est dans le nom, bien joué. Trois réponses à la Dussard. suite, Richard est en feu. Allez, à toi, Flo. Alors celui-là. Quel était le surnom de Stéphane Mbia? Et ça, c'est une question à la merde. Ouais, Flo, il savent pas, vas-y, dis. Et c'était Chip Shop. Alors, Dégueulasse, c'est dégueulasse. Ah, attention, là nous allons arriver à la famille Germain. Donc moi quand je m'occupe des vieux, vous avez compris, donc moi je m'occupe de Germain Père. Alors, Germain Père, quel était son surnom? Est-ce que vous savez à tout hasard déjà? Alors attention, s'il y a une main qui se lève, alors attention, c'était un personnage de dessin animé. Richard. La faucheuse. Non, un personnage de dessin animé qui mange beaucoup d'épinards. Ah, Rafi. Pas Popeye, mais Voilà, tu me l'aurais Bah pas ouais, dit. ouais, mais là, tu as tout dit. Ma pauvre. Bruno, Popeye, Germain. Voilà. Allez, fais-toi fais fils maintenant, Germain. Je me fais le fils. Bah, du coup, il y a deux surnoms possibles. Déjà, le premier, Oh les par gars, rapport à Mohamed Eni. son fils c'est Olive. Du coup, par rapport à Mohamed Eni, quel surnom lui donne Ah, bah, Mohamed Eni? Thomas, tout de suite, Thomas a levé la main. Ouais. Bah, Équipe Maïs. Et du coup, le deuxième surnom, ça représente un peu sa personnalité sur le terrain. Plusieurs fois. C'est quoi la question? C'est quoi la question? Répète, j'ai pas entendu la question. Toujours par rapport à Valère Germain, on le surnomme comment? Enfin, c'est plutôt les supporters qui le surnomment, comme ça. Le Richard. tueur. Non, je crois pas. Bon, allez, C'était Claude. Galère Germain. bah, galère, Germain. Oui, Bah c'est oui. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, allez à moi. Qui est, attention, écoutez bien, Rio Bocop? Richard. Attends. Il a des bouclettes, c'est des grandes bouclettes, c'est notre milieu défensif qui nous a amené en finale, le Brésilien. Bah oui, c'est pour ça qu'il s'appelle Rio Bocop. Merci Richard. Merci. Non, merde, arrêtez, je sais qui c'est. Allez, bah les autres. De allez. Rio de Janeiro. Eh, Gustavo. Gustavo. Non, mais c'est pas lui, c'est Carlos Moser. Ah là 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 là. Ah bon? Tu peux rien dire derrière. Cette merde. Bon, allez, maintenant on va chez les jeunes. Flo, vite. Ouais. Quel était le surnom de Rolando? Ah, je le sais. Ah, ça, je oui. le savais. Là, Richard. je sais, moi. Mange de pioche. C'était Front de Bois. Ah, mais oui, Mange de d'accord. bois, oui. Putain. J'ai hésité en plus. Bon, allez, j'enchaîne. Qui était, attention, vitesse, qui est Magic Chris? Ouais. Ah là, ça a été Thomas, là, ça a été rapide. Ah non. Ah non. Chris Waddle. Voilà. À toi, Flo. Essaie d'enchaîner, s'il te plaît. Le Totti marseillais. Quoi? Oui. Rafi. Nasri. Ah non. Non. Le Totti marseillais. Bon, il est petit, il est Marseillais. Ah, le Totti. Non, le Totti marseillais. Totti. Ah, le Totti. J'ai Ah compris bah petit. Thomas. Bah, Tovin. Voilà. Exactement. J'ai Ah. compris C'est petit. son surnom. Ah, juste lui. Ah, j'ai compris petit. Cette question n'est pas valable. Elle est pas valable. Ah, pas valable, annulez là. Si, si. Ah non, on a entendu petit. Ah bah voilà, bon d'accord. Allez. Bon, attention, une note de vitesse. Qui était Mister George. Ah, Rafi. Giorgio Rea. Voilà, à toi Flo. Ton Gignac à ses débuts. Quoi? Ah, Rafi. Dédé Gignac. Ouais, c'est Et début. c'est un autre que je voyais. Thomas. Big Mac. Ouais. Et Dédé, ça marche. Hein.
Ouais. Et en vrai, c'est quand il a dit au début, je me suis dit, c'est quand il marchait pas trop bien. C'est ça. C'est pour ça, entre ça marrant, Big Mac, si vous êtes marré. Bon, allez, à moi. Attention, un autre de vitesse. Si je vous dis Basilou. Ah, C'est Rafi. moi. Vas-y, Molly. C'est moi. Non, c'était lui. Richard, Molly. je vais laisser la main. C'est là-bas. lever. Attends, je vais checker. Allez, à toi. C'est de la triche. Allez, à toi, Flo. Qui était Petit Vélo? Ah, là, c'est Thomas. Mathieu Valbon. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, Richard, faut être plus rapide. Hein. Non, c'est de l'arnaque. Allez, attention, un peu plus dur là. Qui était le bagarreur? Richard. Dimeco. Non, Patrick Blondeau. À toi, Flo. Ah oui. Tunisien, on me surnomme l'aigle de Carthage. Qui suis-je? Thomas. Saber Klifa. Ah, trop Bien. fort. Albert Kiffa. Ça, c'est fort. Hein. Ah, il a joué à l'ETG chez nous, en Haute-Savoie. Bon, bah, Lyon. Alors, à moi. Du coup, attention, une autre de vitesse. Quel dieu olympien était chauve? Rafi. Fabien Barthez, le dimanche chauve. Voilà. À toi, Flo. J'ai une chanson à mon nom. Un joueur actuel, qui suis-je? Richard. Gustavo. L'heure actuelle. Ah, Alors, non. Moi, Rafi. Mandanda, El Phénoméno. El Phénoméno, Mandanda. Danda. Ah, bien joué. Allez, à moi. Qui était le petit prince? Thomas. Nasri. Ah, ouais, c'est vrai que merde. Eh Ah, oui, tiens. c'était Petit Prince, n'est-ce pas? France de Marseille. Ouais, alors moi, c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé, c'est Daniel Bravo qui s'appelait comme ça aussi. Ah, Voilà. Ça, je sais pas. On l'avait pas chez nous. Hein. Bon, mais Nasri, On compte je le propose- point pour Nasri parce que je Ouais, l'ai dans je mes pose- notes. Ouais, effectivement, c'est tout à fait Et une juste. Nasri, ouais. Moi, j'aurais Voilà. pu ça aussi. Allez, les deux dernières, Flo. Ouais, parce que ça Quel m'a est le surnom gonflé, de là. Balerdi? J'étais obligé de le mettre. ah putain. Quoi? Vas-y, redis la question. De Balerdi. J'entends pas. Dis. Non, on t'entend pas bien, Flo. C'est le surnom de Balerdi. C'est genre l'élégant en argentin, putain, comment on dit ça? L'élégante? Ça marche? Flody. C'était El Flaco. Ah, c'est la cour. Ah, Bon, oui. et, Ouais, c'est une flaque. Quoi. et attention, une question nordique. Qui envoyait des galettes? Au pigeon. Bon, j'annule ma main levée. Ah. Alors, Rafi. Bah, Galtier? Oui. Oh bah Christophe merde, putain, c'est ce que Galtier. j'avais. En fait, c'est que. Quel jeu dégueulasse. Voilà, C'est bon. nordique, je fais non, mais en fait, on est sur un. Le dernier pour moi. Norvégien et- Bon. Non, c'est terminé, Flo. Ah Alors, ouais, c'est J'avais terminé. manqué, maintenant. il m'en manquait un. Le dernier Ah bon. pour Allez, Richard. allez, dernier, allez, vas-y. Alors ça va être imagé très rapide. Son surnom. Ah, Rafi a été rapide. Ah, J'entends pas. désolé, Richard. Désolé, J'ai pas entendu la question. Ah, voilà. Bon, alors, Faut être Rafi. rapide, ouais. Son surnom. Voilà. NR7? Ouais. NR7? Ouais. Exactement. Voilà, il faut être rapide à ce jeu, désolé. Bon, alors voilà, maintenant, ce que j'attends, c'est que la VAR nous dévoile son verdict, le verdict de Raph. Qui a donc Richard, gagné ce gagnant? Et bah, ça a été très serré. Bon, alors, Richard, 4 points. Ah là là. Rafi, 13 points. Et Thomas, 14. Ah là là Très là serré. là. Sur la ligne. La politesse fait C'est la qu'on tête qu'il a laisse pris, gagner notre Rafi. Il a invité. pris une tête. c'était fou. La politesse Et fait 5 qu'on laisse points non gagner. accordés. Bon, voilà. Ouais. Donc, on en avait d'autres, mais ce que je propose, en fait, c'est qu'on les mette en commentaire dans le YouTube. Comme ça, vous pourrez voir, en fait, tout, parce qu'on a trouvé toute une base de données, en fait, de surnoms. Et puis, comme ça, voilà, on peut rendre l'antenne. Moi, sur Rafi. Twitter, je vais dire que vous m'avez fait jouer à un jeu de pignouf. Hein, je vous le dis. Alors, il ne faudra pas être mauvais perdant, Richard. Allez, on enchaîne pour la dernière partie de cette émission. J'espère que ça vous a plu. On passe aux questions pour notre invité. On va commencer avec toi. Raph, une question pour toi. Et ben moi, c'est par rapport au rugby, parce que je vois que tu fais beaucoup de déplacements pour aller voir les matchs. C'est quelle équipe que tu préfères voir dans les stades? Enfin, quelle est ton équipe préférée au niveau du jeu? Cette année, et c'est quelque chose qui serait valable pour les 2 ou 3 dernières saisons, je dirais que c'est le Stade Toulousain qui produit vraiment le jeu le plus sexy
en top 14 et même à l'échelle de la Coupe d'Europe. C'est un jeu qui est vachement basé sur les trois quarts, sur les passes. Ça marque beaucoup d'essais. C'est vraiment l'esprit offensif jusque boutiste. Donc, ouais, clairement, aujourd'hui, en France, il y a une équipe qui produit du jeu vraiment très intéressant. C'est le Stade Toulousain. Flo, on enchaîne avec toi, s'il te plaît. Eh ben, on va rester dans le ballon ovale. Pour la Coupe du Monde en France, quel serait ton gagnant et ton finaliste? Alors, je ne vais pas être très original parce que la Nouvelle-Zélande, en fait, les All Blacks, tous les 4 ans, on sait qu'ils sont là, qu'ils sont présents au rendez-vous. Donc, je pense que la Nouvelle-Zélande sera champion du monde. Et l'équipe de France peut être finaliste. En plus, vu que la France jouera la Nouvelle-Zélande en phase de poule, ils sont sûrs de ne pas se croiser avant la finale. Donc, d'ailleurs, France-Nouvelle-Zélande sera un match d'ouverture de la Coupe du Monde. Si ça peut être également le match de clôture sur une finale, honnêtement, ça aurait quand même de la gueule. Richard, on enchaîne avec toi, s'il te plaît. Thomas, est-ce que tu as déjà eu à interviewer un grand joueur, que ce soit dans le rugby ou dans le football? Dans le rugby, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Johnny Wilkinson. Demi d'ouverture champion du monde avec l'Angleterre. J'avais eu la chance de le voir à Tignes sur un stage de pré-saison avec Toulon. C'était la première fois en fait qu'il parlait vraiment sur sa difficulté en fait à être un joueur normal, tellement il était stressé en permanence, que même quand l'équipe gagnait des matchs de phase finale, il n'arrivait jamais à dormir tout de suite, il pensait toujours au match suivant. Enfin, limite, on était sur une séance de psychanalyse sur un canapé, et c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Et puis en plus, voilà, joueur de classe mondiale, un des meilleurs du monde. Après, je réfléchis 2 secondes en foot, sur des entretiens vraiment comme ça. One-to-one, j'en ai pas d'aussi important. J'ai fait Govou plusieurs fois quand il avait joué à l'ETG, ça reste un joueur de l'équipe de France. Donc peut-être c'est celui qui me viendrait le plus à l'esprit. Brice Diadjedje, pour parler un peu de l'OM et Saber Khalifa, je les ai fait quand même plusieurs fois sur des conférences de presse ou des petites interviews d'après-match. Donc ouais, ils étaient quand même pas mal en Haute-Savoie à l'ETG, et les deux là, on les a retrouvés ensuite à Marseille. Donc à la limite, dans le foot, c'est ceux qui me viendraient à l'esprit tout de suite. Ok, on enchaîne avec toi, Chris. Moi, je voulais simplement savoir qu'est-ce que tu vois comme un point commun entre le rugby et le foot, tout simplement. Toi, en chroniquant, en fait, parfois le foot et donc parfois le rugby. Le jeu au pied. Le quoi? Le jeu au pied. C'est intéressant comme question. J'avoue que je n'y ai jamais trop réfléchi. Ça reste quand même les 2 sports en France les plus connus, où tu as vraiment un feuilleton en fait, entre la Ligue 1 et le top 14. Il n'y a rien qu'à regarder les pages de l'équipe tous les jours. Déjà, tu as la moitié du journal, c'est le foot et surtout la Ligue 1. Et le deuxième championnat le plus suivi, c'est le top 14. Tout ce qui est le basket, le hand, le volley. Il n'y a pas de feuilleton en fait. Donc, on voit que les gens, là où ils sont le plus intéressés, c'est ce côté, en fait, journée après journée, le classement, qui va aller chercher des places potentiellement européennes, des phases finales en rugby, un titre en football. Donc, en fait, ça draine vraiment enfin, c'est très médiatique, en tout cas, le top 14 et la Ligue 1. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est les 2 choses qui se ressemblent le plus. Ok. Je peux poser juste une petite question? Rapide. Thomas, par contre, là où je suis étonné, c'est quelqu'un qui plus est journaliste comme toi, qui aime les 2 sports. C'est-à-dire souvent, il y a des personnes qui aiment le rugby, mais ils n'aiment pas le foot. S'ils aiment le foot, ils n'aiment pas le rugby. C'est assez rare. Tu aimes les 2 sports quand même. Hein? Ouais, les 2. Alors, la différence, c'est que j'ai joué au rugby pendant plus de 15 ans. Donc, c'est peut-être un sport que je connais bien mieux de l'intérieur techniquement. Après, il y a un truc qui est tout bête, c'est juste que le foot, tu en as tout le temps à la télé. Donc, si tu veux regarder de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la France, de la Ligue 1, de la Ligue 2, la Coupe des Confédérations, la Ligue Europa, la Ligue des Champions, tu peux tout le temps. Le rugby, finalement, une fois que tu es sorti du top 14 et du tournoi destination et de la Coupe du Monde tous les 4 ans, le rugby existe un peu moins. Donc, c'est aussi pour ça. Après, depuis tout petit, moi, j'ai toujours regardé beaucoup plus de foot que de rugby. D'accord. Ouais. Alors moi, Thomas, je voudrais prendre un peu de retrait et de recul par rapport à ton métier de journaliste. Et je voudrais simplement te demander comment tu vois l'émergence des médias de supporters, un peu comme le nôtre, qui sont très présents sur les réseaux sociaux. C'est pas une mauvaise chose déjà, faut pas du tout opposer les médias, on va dire, traditionnels, comme peut l'être l'équipe, Canal+, des choses comme ça.
et des supporters qui souhaitent aussi communiquer leur avis, parce que ton avis, mon avis, il n'y en a pas un qui a plus de poids, j'ai envie de dire. C'est juste que là, moi, j'ai la chance de pouvoir le retranscrire dans un média qui est peut-être beaucoup plus lu. Après, la différence, c'est peut-être, elle se fait sur l'objectivité, j'ai envie de dire. Et quand je dis l'objectivité, c'est pas du tout péjoratif. C'est juste que toi, tu vas être dans une posture de supporter de l'OM, où tu ne vas parler que de l'OM. Et mine de rien, forcément, ton jugement, il est biaisé parce que c'est quelque chose qui te passionne. Le côté média traditionnel, encore une fois, par exemple, je prends l'exemple de l'équipe, quand je suis un club de rugby ou comme mes confrères peuvent le faire sur un club de foot, ta passion, tu es obligé de la mettre de côté. À aucun moment dans ta semaine, dans ton travail, ça peut influer, si tu veux. Je suis pas l'OM au quotidien, et si tu devais me dire aujourd'hui, est-ce que ça te dirait de couvrir l'OM, je suis pas sûr que ce serait bien, pour moi. Je regarde les matchs avec tellement de passion, je le cache pas, évidemment, je suis supporter de l'OM et j'aime ça. Et quand tu fais ce métier-là, tu peux pas avoir ça. Donc aujourd'hui, je suis dans une posture où c'est très bien, je suis pas un rubrique foot, j'ai pas besoin de m'occuper des affaires de l'OM, donc quand il y a un but de Thauvin, un but de Milik, j'ai le droit de me lever de mon canapé et de tirer le point. Dans 5 ans, je suis en tribune de presse à suivre un Marseille-PSG, un Marseille-Lyon. Il faut que je reste les bras bien sagement sur mon ordinateur et pas me laisser envahir par ce côté supporter. Et du coup, c'est la vraie différence en gros entre un média traditionnel et un média qui peut être guidé et dirigé par des supporters. Ok, merci à toi Thomas. Notre émission touche à sa fin, alors on voudrait avoir une petite pensée pour deux hommes, deux grandes personnes qui ont marqué l'OM, deux anciens présidents. Tout d'abord, saluer la mémoire de Pape Diouf qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 an maintenant. On vient de commémorer ses premières années. Et puis une pensée également pour Bernard Tapie et son épouse qui ont traversé des moments difficiles. On pense fort à eux, bien sûr. Thomas, c'était un plaisir de te recevoir. On espère que tu reviendras parmi nous bientôt. Avec grand plaisir. Merci à vous, les gars. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Allez, salut, bye bye, ciao.